C'est le sport qui a gagné finalement. C'est ce que prévoyait William Tell. Il nous expliquait hier qu'il ne se passerait rien. Moi, je le dis depuis le début. En fait, ils auraient pu me demander, tous ceux qui suivent le foot le savent. Quand on me disait, oui, il ne fallait pas qu'Emmanuel Macron aille dans la pelouse, vous imaginez un syndicaliste CGT dans les gradins, dépasser le Stade de France, vous avez une arène d'athlétisme. Puis arriver sur le stade, faire 70 mètres sans qu'un CRS ou un type du GSPR puisse l'attraper. Le gros syndicaliste de la CGT serait essoufflé avant même d'atteindre le gazon. Donc il faut arrêter la psycho généralisée. Non, moi je pense que Macron a gagné, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Ça devient n'importe quoi. Quand vous allez regarder a posteriori que le pouvoir a interdit des supporters à venir avec des cartons rouges et des sifflets, on va se poser la question sur est-ce qu'on reste une démocratie libérale ou pas ? Est-ce qu'on reste un état de droit ? Dans un état de droit, vous avez le droit de critiquer un président de la République et de pouvoir manifester votre mécontentement à l'encontre du président de la République. Et ça démontre surtout, je pense, une psychose du pouvoir. Comment on arrive à un moment auquel on pense qu'il y a 2000 supporters radicalisés qui sont prêts à payer entre 50 et 150 euros la place et à se voir interdire à vie le droit d'aller supporter un match de foot uniquement pour aller rentrer dans le terrain, pour aller cracher sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on arrive dans une psychose incroyable à l'égard du pouvoir et du préfet de police. Ils ne savent pas gérer les choses. En tout cas, ils ne sont pas en rapport avec la réalité réelle. Est-ce que des gens veulent en découdre avec Emmanuel Macron ? Oui. Est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie personnelle, leur carte de supporter à vie uniquement et perdre tous leurs bénéfices de leur hobby, de leur vie personnelle pour le bénéfice propre du président de la République? C'est qu'on montre quand même un pouvoir égocentré auquel le type pense que toute la planète tourne autour de lui et que les gens ne vivent qu'autour de lui et que pour lui. Et je pense que ce n'est absolument pas le cas. Non, mais ça montre qu'il y a un problème, mais problème à l'égard de qui ? Et ensuite, moi je suis plutôt d'accord avec vous. Je pense qu'une grande partie des Français ne sont pas en phase avec la stratégie CGT, LFI, zadification et fête de l'UMA. La CGT ne rassemble pas 66 millions de Français. Mais dans le même temps, le sondage que vous avez diffusé, notamment du Figaro, qui dit que 65% des Français ne veulent pas écouter Macron. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la France qui ne veulent plus être prise à témoin du match entre la CGT et Emmanuel Macron. Il y a une grande partie des Français qui en ont marre d'être pris en otage à la fois par les CGT, les bloqueurs, ceux qui veulent couper l'électricité, ceux qui veulent bloquer la France, et également par Emmanuel Macron qui veulent les prendre à témoin pour les utiliser dans son match à l'égard de la CGT. Il y a beaucoup de Français qui attendent une alternative autre que ces deux offres-là. On parle de ce pouvoir des syndicats, en fait, qui veulent remobiliser leurs troupes. William Tell. Moi, je pense pas. Je pense que Ou est-ce que le Stade de France hier soir va un petit peu essouffler aussi ? Je pense que les deux perdent en fait à une confrontation longue. Ils n'ont aucun intérêt à poursuivre la confrontation de manière durable. Donc essoufflement du mouvement. Essoufflement des deux côtés. Essoufflement de la base présidentielle auquel on voit une érosion, même des propres supporters d'Emmanuel Macron qui commencent à en avoir marre du conflit et qui, certains lui disent en privé, il faut lâcher des soutiens historiques, comme Pierre Rosanvallon, etc., qui sont historiquement dans l'ADN sociologique du macronisme et qui lui disent il faut arrêter. Et en même temps, du côté de l'aile gauche, auquel on voit qu'il y a de moins en moins de manifestants depuis le pic en février-mars. Oui, en même temps, on voit que la majorité des Français, les 2/3, soutiennent cette contestation sociale. Mais soutien ne vaut pas action, et c'est ça la difficulté. Non, ils espèrent même, on avait les chiffres hier, 65% qui espèrent qu'elle se prolonge d'ailleurs au-delà du 1er mai. Les syndicats n'ont pas compris qu'ils avaient une vocation, c'était transformer la colère des Français en objectif de retrait de réforme. Or, depuis ce week-end, Emmanuel Macron ne peut plus retirer son texte en raison de la baisse de la note française sur la dette. Justement, c'est l'inverse. Ah non, moi je pense que s'il retire son texte, l'écart donc de taux d'intérêt avec l'Allemagne va exploser et il doit trouver des recettes supplémentaires qui sont extravagantes. Les charges d'intérêt sur la dette sont passées de 15 milliards, mais je vais expliquer, Pierre, vous inquiétez pas. Ensuite, donc 15 milliards d'euros supplémentaires, ça veut dire qu'il faut supprimer le ministère de la Justice fois plus 50% du ministère de la Justice. S'il y a un écart de plus en plus important, il faudra trouver des recettes supplémentaires à hauteur de la réforme des retraites, donc 10 milliards d'euros. Donc trouver 25 milliards d'euros de recettes supplémentaires, ce qui équivaut quasiment au budget du ministère de l'Intérieur. C'est impossible à trouver dans les circonstances actuelles avec l'inflation et le niveau de recettes et la baisse de croissance provisionnelle. Le deuxième point, c'est que les syndicats n'ont pas de moyens pour contraindre Emmanuel Macron de le retirer. Le texte a été adopté, le Conseil constitutionnel a validé la procédure et donc du coup, il ne reste plus qu'à promulguer le texte et prendre les décrets d'application. Point de vue divergent de Pierre Lelouch. Emmanuel Macron ne retirera pas son texte et les syndicats n'ont plus de moyens d'action et ça va s'essouffler. Emmanuel Macron va s'en sortir à la Pyrrhus, ça veut dire qu'il va s'en sortir, mais immobilisé. La justice, ni ailleurs. On ne va pas tenir 4 ans comme ça, il va bien falloir sortir de ce bourbier. Non, mais la situation est intenable parce que les Français ont choisi de rendre la situation intenable. Il n'y a pas de majorité politique autour d'un projet, tout simplement parce qu'il n'y a pas de projet.
Marine Le Pen monte pour 2 raisons essentielles, sur 2 déceptions fondamentales. La déception vis-à-vis de la gauche de la NUPES de pouvoir porter un projet social alternatif à celui d'Emmanuel Macron sur le projet des retraites, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'alternative sur comment réformer le projet de retraite. Ils disent pas comment on va financer, hormis il faut taxer Bernard Arnault sur tout son capital, mais ils n'ont pas de projet alternatif, hormis la baisse des pensions à terme implicitement ou une augmentation des impôts. Et donc ils n'ont pas de possibilité de présenter une alternative sociale aux Français. Et le deuxième point qui est essentiel, c'est qu'Emmanuel Macron, qui était le parti de l'ordre, ne l'incarne plus depuis cette année. C'est-à-dire qu'avant, il était devenu le parti de l'ordre avec la crise des Gilets jaunes, il était capable d'incarner l'ordre républicain dans les rues. Mais c'est le désordre à l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale ressemble davantage à une ZAD ou la fête de l'UMA, et dans les rues, c'est le bordel généralisé. Ça veut dire qu'il y a des casseroles, un Stade de France, vous mettez 5000 CRS uniquement pour que le chef de l'État puisse regarder un match de foot. Il regarderait devant la télé, ça coûterait moins cher aux contribuables. Et donc, du coup, elle capitalise sur les deux, la demande sociale et la demande d'ordre. Mais pour autant, si elle fait un diagnostic qui est juste sur le fait qu'Emmanuel Macron ne peut pas gouverner, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle capitalise pour devenir majoritaire. Et c'est là le sujet. C'est est-ce qu'elle soit capable, elle, de gouverner. Est-ce qu'elle est capable de le faire ? Elle a 2 sujets essentiels. 1, devenir majoritaire, et 2, régler son problème d'incompétence qu'elle a démontré lors des 2 débats présidentiels face à Emmanuel Macron, où elle a humilié une grande partie de ses électeurs. Est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de capitaliser, de faire 51% à l'heure actuelle ? Je pense que non. Elle serait en campagne face à Édouard Philippe, elle perdrait au second tour sur la même méthode de Front Républicain, et elle perdrait encore, et il y aurait Édouard Philippe II, ou le fils d'Édouard Philippe, ou son frère, elle perdrait encore. Ensuite, après, face à sa compétence, si par malheur, elle arriverait au pouvoir, qu'est-ce que présenterait comme projet de réforme des retraites ? Comment elle ferait pour financer les réformes des retraites ? Comment elle ferait pour combattre l'inflation ? Comment elle ferait pour redresser le pouvoir d'achat des Français ? Comment elle ferait pour réindustrialiser ? Comment elle ferait pour résoudre les problèmes migratoires ? Elle vous dirait, donnez-moi le pouvoir, je vais vous le démontrer, William Tay. Mais dans cette interview, elle ne dit pas comment. Pour ça que moi, je pense que les drones sont bien, mais il faut ouvrir le débat sur le fait d'aller percuter. Moi, je pense qu'il faut le faire, et je vais expliquer pourquoi. Moi, je pense que les gens font du rodéo. Quand vous grandissez dans une cité, vous côtoyez les gens d'une cité, vous savez que les gens veulent s'intégrer dans un milieu social, soit par la religion, soit par le trafic de drogue, soit par la criminalité, soit, quand ils sont en version plus douce, le rodéo urbain. Pourquoi ? Parce que plus ils vont faire de vidéos, soit par le travail, pas tous. Non, mais je parle des problèmes. C'est moins valorisé peut-être. Et puis souvent, quand ils vont travailler, ils partent de la cité pour aller autre part. Parce que quand ils font du rodéo, ils peuvent mettre des vidéos sur TikTok et sur les réseaux sociaux, et plus ils ont de likes, donc plus ils font des vidéos provocantes, plus en fait ils sont intégrés dans leur milieu social, et plus ils deviennent des stars dans leur milieu social. Donc plus ils vont provoquer les forces de l'ordre, plus ils vont aller faire les malins comme dans GTA, plus ils seront valorisés. Donc le seul moyen que nous on a, c'est de faire en sorte que ça leur coûte plus cher que ce que ça leur rapporte. Et le seul moyen que ça leur coûte plus cher, c'est la stratégie du choc. Et pour faire la stratégie du choc, il faut dissuader, donc il faut permettre à quelques policiers de cogner. Mais ça pose une question, c'est de renverser le paradigme culturel dans lequel on vit. On s'inquiète davantage de la sécurité de l'auteur du rodéo que de la sécurité du riverain ou celle du policier. C'est ce que réclament certains policiers, mais ils disent juste que les textes ne sont pas clairs et que le feu vert n'est pas donné de façon évidente. Le problème, c'est qu'ensuite, s'il y a un problème, c'est-à-dire qu'ensuite, après, la fiche du policier et son domicile vont être placardisés, il y aura marqué « Justice pour X », des types avec des plancartes, etc. Donc si par cas, on fait ce renversement culturel, on peut le faire. Et là, vous baisserez enfin le nombre de rodéos. Ce ne sera pas 5000 opérations menées, ce sera 5000 véhicules confisqués et une baisse durable des rodéos.